Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. Je vais continuer avec mon slogan, la chaîne des supporters en détresse évidemment. La voici la vidéo que je vous ai annoncée sur Kilmer. Non pas une vidéo bilan définitif de la saison, parce qu'évidemment ça on le fera en fin de saison quand on aura le résultat final de ce championnat, mais je trouve intéressant aujourd'hui de revenir sur notamment ce que j'estime être les 4 erreurs fondamentales de Kilmer. On va les détailler ensemble dans cette vidéo. Et comme la vidéo sera longue, voilà, donc je vous le dis, hein, prenez votre temps, installez-vous, pensez à liker la vidéo comme ça c'est fait, pensez à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, on arrive proche des 27 000 abonnés. Et comme la vidéo sera longue et que j'ai beaucoup de choses à dire, au-delà des 4 erreurs principales, parce qu'il y en a certainement d'autres, mais en tout cas les 4 erreurs principales de Kilmer, je voudrais également revenir sur les 4 fausses excuses que l'on trouve aujourd'hui pour expliquer la situation de la SS, parce qu'il y a encore quelques supporters, alors de moins en moins évidemment parce que les résultats sont catastrophiques, mais qui trouvent des excuses en fait. Non, c'est pas vraiment Kilmer. Donc je ferai la liste des 4 fausses excuses. Petit message de service avant de démarrer cette vidéo. Évidemment, l'analyse que je vais vous livrer aujourd'hui, c'est une analyse personnelle. Comme je le dis toujours, je peux me tromper. On a le droit de ne pas être d'accord. Vous me le dites dans les commentaires. Oui, on est d'accord. Non, on n'est pas d'accord. D'ailleurs, mettez-moi des commentaires. Vous commentez beaucoup les vidéos. Merci beaucoup. Je ne réponds pas à tous les messages parce qu'il y en a beaucoup, mais je les lis tous. Donc, merci beaucoup. Et d'ailleurs, dans les erreurs que je vais évoquer, il y a certaines erreurs qui m'ont été aussi inspirées par certains de vos messages. Donc, n'hésitez pas à commenter la vidéo et à la partager aussi. Et je vais faire donc cette vidéo et je vais peut-être démarrer par quelque chose de positif, ou en tout cas il n'y a pas que du négatif dans la reprise du club par Kilmer. Et d'ailleurs, pour préparer cette vidéo, c'est marrant parce que je me suis replongé dans la vidéo que j'ai pu faire juste après l'annonce des négociations exclusives avec Kilmer. Souvenez-vous, hein, quand même, pour les fidèles de Carton Rouge, vous le savez, c'était au mois de février, j'avais fait une vidéo, la vente du club arrive. En fait, je l'avais annoncé, je dis ça arrive, et 2 mois après ou 2 mois et demi après, ça a été fait. Et la première vidéo donc que je fais après l'annonce des négociations exclusives, l'entrée en négociation exclusive entre les propriétaires Roland Romeyer, Bernard Cayazo et Kilmer Sport Venture, je fais une vidéo où franchement, on est heureux, hein. Et franchement, j'avais le sourire. Je vous propose de regarder un court extrait, parce qu'on va pas tout regarder évidemment, mais juste un court extrait de cette vidéo. Ça nous rappellera des bons souvenirs, parce que à l'époque, on y croyait tous, hein. C'est un immense soulagement pour les supporters de l'AS Saint-Etienne qui attendaient ça depuis très longtemps, direction d'émission. Et c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle ère qui va s'ouvrir pour la Saint-Etienne, une page qui se tourne, hein, une page de 20 ans avec Roland Romeyer et Bernard Cayazo à la tête du club, et donc une nouvelle période qui s'ouvre. Et ce qui me frappe déjà d'entrée de jeu, si je puis dire, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir et d'enthousiasme du côté des supporters stéphanois. J'ai mis un petit sondage sur Twitter, il y a eu plus de 800 réponses et vous voyez que globalement on a plus de 80% des personnes qui ont répondu, et donc des supporters stéphanois essentiellement, qui ont répondu à cette question en disant que c'est une excellente nouvelle. Il y a un immense espoir pour voir notre club repartir de l'avant avec ce repreneur dont je vais vous parler dans cette vidéo. Ah oui, et oui, on y croyait tous. Franchement, on a vécu là entre mai, juin, juillet, on avait une période incroyable. On était heureux, on était content, on avait le sourire. Voilà, on s'est dit ça y est, on remonte en Ligue 1, alors que franchement c'était pas gagné d'avance. Et en plus, ça y est, enfin le club est vendu, parce que tout le monde attendait ça en réalité. Le club est vendu, et en plus il est vendu à des gens sérieux. Des gens sérieux qui ont de l'argent, Monsieur Tannenbaum, dont l'argent ne provient pas de sources opaques, de trucs qu'on n'arrive pas à cerner, etc. Un homme d'affaires canadien respecté, respectable et respecté. Et en plus, il décide de nommer à la présidence du club Ivan Gazidis, qui est quelqu'un de très connu dans le monde du foot européen, qui a dirigé Arsenal puis le Milan AC. Mais franchement, c'est une histoire, c'est un conte de fées en fait. C'est un conte de fées. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui le retour sur terre est brutal, c'est-à-dire qu'on y a tellement cru, on était tellement content qu'aujourd'hui c'est l'incompréhension totale face aux résultats du club, face à la façon dont ce club est géré pour le moment. Je vais évoquer la partie financière dans quelques instants, mais quand je dis gérer, c'est gérer au quotidien, c'est la gestion sportive, etc. Et qui nous envoie en Ligue 2, parce que la situation est catastrophique. J'enregistre cette vidéo au lendemain de la nouvelle raclée à Marseille, et c'est catastrophique. Et d'ailleurs, je n'ai pas le souvenir d'avoir vécu une saison où on s'est autant fait massacrer
à coup de 4-0, 4-1, 5-0 à Rennes, 5-1 à Marseille, 4-1 à Lille, 8-0 à Nice. On se fait laminer en fait. On se fait marcher dessus par la Ligue 1. Paillasson quoi. Pour nous, c'est épouvantable pour les supporters stéphanois. Et d'ailleurs, c'est très étrange parce que je vois les commentaires aussi, comme je vous le disais sur certaines vidéos, enfin sur les débriefs, où les supporters adverses ont de la peine pour nous. Ils ont de la peine pour nous. Ils n'arrivent même plus à nous chambrer en fait. Tellement on fait de la peine sur le terrain. Et donc moi je suis effondré par ce que je vois tous les week-ends. Je suis catastrophé. Et je suis d'autant plus catastrophé que j'y ai sincèrement cru. Je me suis dit, c'est la bonne pioche quoi. Et l'histoire qui a été racontée au début par les nouveaux propriétaires, et notamment par Gazidis, de nous dire il nous faut un peu de temps et tout ça. Franchement, tout le monde était prêt à attendre. Personne ne voulait l'Europe cette année. Personne n'imaginait qu'on allait terminer dans les 5 premiers. Mais personne ne veut descendre en fait. C'est ça le problème. Et qu'on descend en Ligue 2. Alors pour démarrer, avant d'évoquer les 4 erreurs principales et les 4 fausses excuses, je vais démarrer par le rachat du club. Parce qu'il y a un argument qui revient très souvent, parmi ceux qui vont défendre Kilmer jusqu'à la Ligue 2, c'est « Ah, n'oublions pas que sans Kilmer, on serait comme Bordeaux en National 2. » Et qu'en gros, ils nous ont sauvés financièrement. Donc je vais vous donner quelques éléments chiffrés. Évidemment, je vais être prudent dans les chiffres que je donne parce que les transactions qui ont été faites sont faites par l'intermédiaire d'avocats. Il y a des clauses de confidentialité. Évidemment, je n'ai pas accès à ces documents, mais je recoupe quand même des infos. Et je vais vous donner quelques éléments d'analyse, de comparaison. Et là aussi, je vais essayer d'apporter ma vision des choses sur cette opération financière pour Kilmer Sport Venture, dont le président est Ivan Gazidis. C'est-à-dire que l'AS Saint-Etienne est la propriété de KSV, et KSV est présidé par Ivan Gazidis. Voilà où est-ce qu'on en est. Donc la transaction, le rachat du club, s'est fait donc le closing, je ne sais plus, je crois que c'était au mois de juin, mai ou juin, peu importe. Le closing, c'est la transaction bouclée, quoi. Ça y est, c'est fait. À partir de cette date, tu es propriétaire du club. Ils ont racheté le club pour un montant. Je vais prendre une fourchette large qui est comprise entre 20 et 30 millions. À mon avis, plutôt entre 20 et 25 millions. Étant entendu que ce n'est pas ce qu'ils ont décaissé tout de suite. Parce que dans la cession du club, il y a des clauses en fonction des performances du club. Et donc, plus le club sera performant, plus il peut y avoir des bonus rétroactifs, etc. Et donc, on peut se dire, allez, on va dire 25 millions. C'est une hypothèse. Peut-être que c'est 22, peut-être que c'est 28, peu importe. En tout cas, ils ont racheté le club pour, on va dire, environ 25 millions d'euros. Alors déjà, ça, il faut quand même qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. Ils ont fait une affaire en or. Hein. Mais alors, c'est un truc de fou. Hein. Moi, je dis bravo. Larry Tannenbaum, c'est un milliardaire canadien qui a réussi dans les affaires. Mais je comprends pourquoi. Hein. C'est que quand il achète des entreprises, il ne se trompe pas sur la valorisation des entreprises. Il a acheté l'AS Saint-Etienne à un prix bradé. Je pèse mes mots. Hein. Parce que il a racheté non pas un club de Ligue 2, peut-être qu'ils espéraient, ou peut-être qu'ils pensaient plutôt racheter un club de Ligue 2, j'y reviendrai là-dessus, mais il rachète un club de Ligue 1. Roland Romeillet laisse l'AS Saint-Etienne en Ligue 1, pas en Ligue 2. Et racheter une marque comme l'AS Saint-Etienne, un palmarès comme l'AS Saint-Etienne, un stade comme celui de Geoffroy Guichard, un public comme celui de l'AS Saint-Etienne, pour 25 millions d'euros, c'est cadeau. C'est cadeau. Je te donne quelques exemples. Nice. Alors c'est Ineos, hein, mais Nice a été racheté il y a 3, 4, 5 ans, je ne sais plus, pour quasiment 100 millions d'euros. J'ai rien contre Nice, hein. Enfin, on ne peut pas dire que Saint-Etienne soit quand même beaucoup plus bas que Nice. En termes de palmarès, on est même au-dessus. En termes de public, de ferveur, etc., on est au-dessus. Encore une fois, j'ai rien contre Nice. Strasbourg, racheté par Bluco, propriétaire de Chelsea, 76 millions d'euros. 3 fois plus cher que la Saint-Etienne. Et c'est Strasbourg. Je critique pas Strasbourg, hein, ne me tombez pas dessus en disant « Ah, t'es méprisant !» Je vois toujours des mecs qui disent « Ah, t'es méprisant avec Nice, t'es méprisant avec Strasbourg. » Non, je suis pas méprisant. Je dis juste que, à mon avis, et peut-être que vous n'êtes pas d'accord, je pense pas que Strasbourg vaille 3 fois plus cher que la Saint-Etienne. Je pense pas. Donc, ils ont fait une affaire en or. Moi, je dis bien joué. Kilmer Sport Venture. Et en même temps, Kilmer, c'est des gens qui font du private equity. Ils investissent, ils choisissent des entreprises, ils mettent de l'argent dedans, ils les développent et puis un jour, ils les vendent. C'est plutôt des investissements de long terme. C'est pas des fonds spéculatifs. Ils investissent dans les entreprises. C'est bien d'investir dans les entreprises. C'est un beau métier. Mais ce sont des gens qui savent évaluer une entreprise et donc, ils ont fait une affaire en or. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'ils ont fait un mercato d'été. Ils ont mis de l'argent sur la table. Ils ont payé Stassin.
9 ou 10 millions d'euros. Est-ce que c'est trop ? L'avenir nous le dira. Peut-être qu'ils revendront un jour 15 s'il explose. En tout cas, ils ont mis 10 millions sur Stassin, ou 9 millions plus 1 million de bonus. 6 millions sur Davitashvili, juste avant que le club de Bordeaux fasse faillite. Peut-être qu'ils se sont dit, si on rachète pas, Davitashvili va partir ailleurs, etc. Bon, ça, c'est plus discutable parce que si tu veux garder un joueur, tu peux dire, écoute, Zuricho, voilà, on va voir comment ça évolue pour Bordeaux. Et puis, si Bordeaux, si on ne verse pas la prime l'indemnité de transfert à Bordeaux parce que Bordeaux est rétrogradé en National 2, bah, c'est toi qui touches une prime d'1 million d'euros à la signature. Je prends cet exemple, mais je pense qu'il y avait moyen de sécuriser Zuricho Davitashvili, si on le voulait vraiment, sans pour autant mettre 6 millions d'euros, alors que le club était au bord du dépôt de bilan. Bon, bref, 6 millions d'euros. 3 millions d'euros pour Boakier. Ok. 3 millions d'euros pour Miladinovic, 1 million et quelques pour Cornu, et puis après il y a Ben Hall qui est venu pour quelques centaines de milliers d'euros, est-ce que c'est 800 000, je sais pas, et puis aussi Maubleu qui est venu pour quelques centaines de milliers d'euros. Abdelhamid, lui, il est venu gratuitement, il a un gros salaire, mais il est venu gratuitement, donc en tout, si on fait le cumul de tout ça, et j'imagine qu'il y a des échéances de paiement, parce que Stassin, je ne sais pas s'ils ont tout payé d'un coup, ou s'ils ont étalé le paiement sur 2-3 ans, ça on ne peut pas le savoir, évidemment, si on n'a pas accès au contrat. Mais globalement, on va dire qu'ils ont mis entre 20 et 22 millions d'euros pour le mercato d'été. Donc est-ce qu'ils ont mis de l'argent sur la table ? La réponse est oui. Pour le mercato d'été, ils ont recruté des joueurs. Et on met en face de ça la balance, ils ont vendu Amougou pour 15 millions. Donc en fait, si on fait les 22 moins les 15, le décaissement total en termes de trésorerie, encore une fois avec des échéances à payer, etc. Mais si on fait juste un solde comptable, on va dire que c'est 7 millions en fait. Ils ont décaissé 7 millions de plus pour le mercato, puisqu'ils encaissent 15 millions avec la vente d'Amougou à Chelsea. Donc 25 plus 7, on est plutôt à 32 millions aujourd'hui, et il faut aller jusqu'au bout. On le savait, l'AS Saint-Etienne avait un problème de déficit structurel financier tous les ans. Pour boucler le budget avec la structure du club en nombre d'employés, avec la masse salariale que nous avions, même en Ligue 2, il fallait chaque année trouver entre 15 et 20 millions d'euros à peu près. Encore une fois, ne prenez pas ces chiffres au centime près parce que comme j'ai pas d'accès aux documents comptables, bon, mais tout ça on le sait, pour pouvoir équilibrer les comptes. D'accord ? Et en plus, cette année, les droits télé Ligue 1, et on n'est même pas sûr de les toucher jusqu'au bout, les droits télé Ligue 1 sont plus bas que prévu. L'AS Saint-Etienne a eu la mauvaise surprise des dirigeants, ou la mauvaise surprise de toucher que 5 millions d'euros ou 6 millions d'euros plutôt que les 20 attendus ou espérés, 15-20 espérés au départ. Donc ça veut dire que Kilmer a remis sur la table 20 millions d'euros pour pouvoir équilibrer la saison. Donc 20 plus 32, on est à peu près à 50 millions d'euros décaissés aujourd'hui par Kilmer Sport Venture. Alors est-ce que c'est 50 ? Est-ce que c'est 60 ? Honnêtement, j'ai envie de dire peu importe. Je réponds juste à la question de est-ce que Kilmer a mis de l'argent sur la table ? Oui. Est-ce qu'ils ont racheté un club mythique du foot français pour un prix, je ne vais pas dire cadeau, mais très très raisonnable ? La réponse est 1000 fois oui. Mais quand je dis 1000 fois oui, c'est 1000 fois oui. Alors là, je reviens à ma question initiale. Si Kilmer n'avait pas été là, que se serait-il passé ? Bon. Très clairement, on aurait eu un problème financier. Je l'ai dit dans les vidéos de l'année dernière, c'est-à-dire qu'avec Roland Romeyer et Ben Arcayazzo, si nous étions montés en Ligue 1, on aurait eu un problème pour passer devant la DNCG parce qu'on n'aurait pas été capable, forcément à l'instant T, de présenter des comptes équilibrés, sachant qu'il faut faire du trading pour faire rentrer, à l'époque de Roland Romeyer et Cayazzo, 15 à 20 millions chaque année. Et que la valeur, l'actif, la valeur des joueurs, elle a baissé. Ah oui, Fofana, oui, Saliba, oui, Lucas Gourna, oui, Bouanga, oui, tout ça, oui. Mais sauf que la valeur des joueurs, de l'effectif que nous avions en Ligue 2, n'est évidemment pas la même et tu avais peu d'actifs valorisables. Ils auraient pu vendre Amougou, puisque Amougou avait été approché par Leverkusen. Je pense que si Roland Romeyer et Bernard Cayazzo étaient restés à la tête du club, Amougou serait parti cet été. Voilà. Alors d'ailleurs quand Amougou est resté, finalement il y en a beaucoup qui ont dit voilà, c'est ça le projet Kilmer, un joueur comme ça il aurait été vendu par Roland Romeyer, Bernard Cayazzo tout de suite pour équilibrer les comptes, ce qui est vrai parce que dès qu'il y avait un joueur qui valait entre 5 et 10 millions d'euros et a fortiori 15, on le vendait pour équilibrer les comptes. Amougou serait parti cet été. Bon, il est parti 6 mois plus tard, hein. Sur le fond ça n'a pas changé grand chose en vrai, hein. Mais il est parti 6 mois plus tard. Et donc, oui, on aurait certainement eu un problème financier. Je rappelle néanmoins, pour clôturer cette séquence finance de l'AS Saint-Etienne et opération Kilmer, je rappelle quand même que dans la vente du club, lorsque le club a été vendu, il y a eu d'autres offres qui sont arrivées. Alors, il y en a eu des folkloriques, hein.
le mec, je sais pas quoi, là, l'empereur du Cambodge ou je sais plus quoi, des Russes, c'était quasiment des mafieux. On a eu mais alors une multitude d'offres, de rumeurs invraisemblables. Heureusement que les dirigeants n'ont pas voulu vendre à ces gens-là, mais il y en avait d'autres. Il y avait notamment une offre locale dont vous avez beaucoup entendu parler, avec Olivier Marcarian qui avait fait une offre à l'AS Saint-Etienne. Et cette offre n'avait pas été acceptée par les dirigeants, parce que les dirigeants voulaient à l'époque un milliardaire. Voilà. Ils voulaient vendre, surtout Roland Meillet, pas Roland Meillet, surtout Bernard Cayazo, voulait vendre à un milliardaire pour dire voilà, on sort par le haut et on laisse le club dans de bonnes mains. Et donc ils ont réussi à trouver ce milliardaire en question, Larry Tannenbaum, canadien, qui a fait une très bonne affaire en rachetant l'AS Saint-Etienne, en mettant au fond assez peu d'argent sur la table pour un club qui remonte en Ligue 1 où tout est à reconstruire. Donc, à l'époque, quand Kilmer rachète l'AS Saint-Etienne, on est tous contents. Voilà, on est tous contents, moi le premier. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Nous arrivons aux 4 erreurs de l'AS Saint-Etienne. Pas de l'AS Saint-Etienne, les 4 erreurs de Kilmer qui plongent l'AS Saint-Etienne dans une difficulté sportive incroyable. On démarre avec la première. Allez, c'est parti. Et oui, la première erreur, elle est fondamentale. À mon avis, c'est à partir de ça que tout part de travers en réalité. Je pense que Ivan Gazidis, et je dis bien Ivan Gazidis, plus c'est les 2 personnes qui l'accompagnent dans la direction du club, ont sous-estimé le niveau de la Ligue 1. C'est le péché originel en quelque sorte. Ils se sont dit on reprend un club, l'AS Saint-Etienne, en Ligue 1. Si on se met à la place d'Ivan Gazidis, il arrive de la Première Ligue, le championnat le plus coté au monde. Je ne sais pas si c'est le meilleur championnat du monde, j'en sais rien, mais le championnat le plus coté au monde. Et après, il va au Milan AC, un club mythique en Italie, Serie A, championnat difficile. Et après, il arrive en Ligue 1. Je pense qu'ils se disent de façon très sincère que pour se maintenir en Ligue 1, il n'y a pas besoin d'avoir un recrutement XXL. Et que du coup, on met en place la stratégie dès le départ, qui est une stratégie, on achète des jeunes, on les fait progresser, et un jour on les revend. On achète des jeunes, on leur fait signer des contrats de long terme, 4 ou 5 ans, on les fait progresser et on les revend après. Ça suffit largement pour la Ligue 1. Et ça, c'est une erreur fondamentale. J'écoutais Olivier Létang, le président de Lille, qui répondait à une question en conférence de presse. C'était peut-être après un match à Lille, je ne sais plus, mais le journaliste lui dit alors DAZN, tout ça, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Et en fait, il répond en disant mais on doit s'organiser autrement. Le foot français doit s'organiser autrement, on est mal organisé. Il parle de la Bundesliga qui s'est vendue pour 1 milliard d'euros de droits télé. Donc, je vous rappelle qu'on a 400, 500 millions d'euros et encore ils n'arrivent pas à payer parce que du coup, même 500 millions d'euros, ça ne les vaut pas puisque les gens ne s'abonnent pas. Et il parle de la Ligue 1, Olivier Létang. Et il dit, en fait, notre championnat est un championnat qui est sous-coté alors qu'il est très difficile. C'est un championnat de très haut niveau. Et je pense qu'Olivier Létang a raison. Quand on réfléchit 2 secondes, le championnat français est un championnat hyper exigeant. Et je pense qu'Ivan Gazidis s'est dit, dans le championnat de France, il y a Paris Saint-Germain, peut-être un peu Marseille. Puis tout le reste, ça vaut que dalle. Et il s'est trompé. Il s'est trompé. Et je pense même, alors je me trompe peut-être, hein, là pour le coup, comment dire, je mets un peu de prudence dans ce que je dis et les spécialistes du championnat espagnol, par exemple, corrigez-moi si je dis une bêtise, il m'arrive de regarder des matchs du championnat espagnol, il m'arrive de regarder les matchs de Bundesliga. D'ailleurs, je trouve la Bundesliga peut-être plus exigeante, je me trompe peut-être, hein. Mais quand je regarde les matchs, je me dis putain, Bundesliga quand même, ça joue fort, hein. Et peut-être plus qu'en Espagne. En fait, en Espagne, le sentiment que j'ai, c'est qu'évidemment, il y a le Real de Madrid, il y a Barça, il y a l'Atlético, il y a des clubs comme ça, on va dire, le top 7-8 espagnol est très très fort, puis après, tu as quand même des clubs qui sont, je trouve, très décalés. Je me trompe peut-être, hein. Mais en fait, il y a un écart très important. Alors vous allez me dire, oui, mais en France, c'est pareil. C'est-à-dire qu'entre Montpellier et Paris, entre Le Havre ou Saint-Etienne et Marseille, il y a un monde d'écart. C'est vrai. Néanmoins, dans le milieu de tableau, je trouve qu'on a des équipes qui sont
très forte. Regardez les parcours en Ligue des Champions de Brest, par exemple. Brest, c'est une équipe, c'est pas 11 internationaux français, italiens, espagnols, sud-américains qui sont sur le terrain. C'est des très bons joueurs, mais il n'y a pas de stars version, vous voyez, quand il y avait les Mbappé, Neymar, Messi, etc. C'est des très très bons joueurs, mais il n'y a pas de méga stars incroyables connus dans le monde entier. Et pourtant, c'est une équipe qui en Ligue des Champions a fait un parcours incroyable. Lille a un effectif magnifique. Cette équipe de Lille est forte. Ouais, mais le Havre va gagner à Lille. Et donc, en fait, ce championnat, je pense, est beaucoup, beaucoup plus dur que ce qu'imagine Ivan Gazidis ou que ce qu'imaginait Ivan Gazidis. Je pense qu'il s'est planté complètement sur le niveau du championnat de France de Ligue 1. Et d'ailleurs, je pense aussi que le championnat de France de Ligue 2 est beaucoup plus difficile qu'on l'imagine. Pour d'autres raisons d'ailleurs, mais il est très dur aussi ce championnat de Ligue 2. On l'a vu, nous, on l'a vécu. Hein. C'est difficile, hein. Difficile de gagner en Ligue 2. Et donc, il s'est planté. La première erreur de Kilmer Sport Venture, c'est de se dire au départ, de façon sincère, mais de se dire la Ligue 1, bah ça va, quoi. C'est pas foufou, quoi. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Parce que du coup, ça veut dire que derrière, on débouche sur la deuxième erreur. C'est parti pour la deuxième erreur. Bah oui, la deuxième erreur, c'est de tout miser sur la data. Le mercato d'été, on mise tout sur la data. Sauf un joueur, Abdelhamid, qui arrive avec un gros salaire. Abdelhamid, qui a été voulu par Olivier Dalloglio, qui arrive libre. Donc c'est pas lui qui a coûté cher en matière de transfert, il a coûté 0. Il était en fin de contrat à Reims, qui n'a pas voulu le prolonger. Et il arrive avec un gros salaire à Saint-Etienne, forcément c'est un joueur en fin de carrière, donc il a forcément un plus gros salaire que le petit jeune qui débute. Mais en dehors d'Abdelhamid, c'est recrutement data. Trop de data en fait. Trop confiance à la data. À partir du moment où tu penses que le championnat de France de Ligue 1 c'est assez facile, bah oui, tu peux t'appuyer sur la data. Donc tu prends Boakier qui vient d'un championnat, franchement, j'ai rien contre le championnat autrichien, mais c'est pas la folie. Hein. Benold qui joue à l'autre bout du monde, c'est peut-être une très bonne pioche. Benold, il s'est blessé, le pauvre. Vraiment, je lui souhaite de revenir le plus vite possible et de nous montrer qu'il a du talent. Mais tu prends un mec inconnu au bataillon. Quand tu prends Miladinovic, personne ne le connaît. Ça, c'est la data qui te dit ça. Donc tu fais une confiance aveugle à la data, tu recrutes des jeunes qui ont effectivement entre 20 et 23 ans peut-être, et tu te dis, voilà, on les fait signer 4-5 ans, et on va les faire monter en puissance. Et derrière, tu te dis, on va se maintenir facilement avec ça. Mercato d'été, data dépendant, complètement raté. Pierre Cornu, je suis désolé, c'est pas un joueur Ligue 1. Encore une fois, ça m'embête beaucoup de dire des trucs comme ça parce que je sais en plus que je le sais, ça m'embête parce que je sais qu'il y a des joueurs qui regardent les vidéos ou des entourages des joueurs. Et donc quand je dis ça, je sais que ça peut blesser les joueurs ou leurs entourages. Donc je n'attaque jamais les gens. Je n'attaque pas, je ne suis jamais dans l'insulte, je suis jamais dans ces choses-là parce que je ne veux pas et puis c'est pas mon style, c'est pas mon tempérament. Donc je fais attention de ne pas blesser les gens. Voilà. Et si je vous dis ça, c'est parce que je le sais, que j'ai eu des retours parfois positifs, quelquefois, souvent. Mais ça veut dire que effectivement mes vidéos sont pas mal regardées. Bien sûr l'AS Saint-Etienne que je salue, hein, parce que je sais qu'ils vont regarder cette vidéo avec beaucoup d'intention. Et puis aussi les entourages des joueurs. Donc je fais attention à ce que je dis. Mais ce n'est pas faire injure à Pierre Cornu que de dire qu'il est trop juste pour la Ligue 1. Et qu'on recrute ce joueur qui joue en Israël, mais qui n'a jamais joué en Ligue 1. Et qui du coup est souvent pris de vitesse. On l'a vu encore face à Marseille. Voilà, donc en fait, on a fait des recrutements très risqués. Même Pierre Ecoy, il y a une option d'achat. On n'a pas déboursé l'argent encore avec Pierre Ecoy. Il y a une option d'achat, mais je ne pense pas que Pierre Ecoy vaille 7 millions d'euros. Hier, face à Marseille, on ne l'a pas vu. Et donc, on fait un recrutement data dépendant et ça devient datastrophique. Je suis désolé, le jeu de mots est bidon, mais ça me fait marrer d'utiliser ce jeu de mots parce que je trouve qu'il est très approprié en fait. Ça me fait marrer si je puis dire, hein, parce que je peux vous dire que c'est pas la rigolade aujourd'hui. Hein. Donc en fait, on a trop misé sur la data. Le recrutement, ce n'est pas que la data. Et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Parce qu'au-delà des performances des joueurs, la vie d'investir, c'est important. Donc quand tu recrutes des joueurs,
tu vas regarder ses stats. Bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder ce qu'il fait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de data. Et c'était très bien que les nouveaux dirigeants arrivent avec cette nouvelle vision des choses en disant on va mettre de la data dans nos recrutements. D'ailleurs, à l'époque, au mois de juillet, quand on commence à voir, on entend Milanovic, on se dit c'est pas qui c'est, putain incroyable, 3 millions d'euros, ça va être une pépite. C'était tous des pépites. On croyait que c'était des pépites d'or, ouais, plus des pépites de chocolat hein, en fait. Hein. Mais on était contents en fait. Moi je me souviens, je me disais bon bah voilà, ça change quoi. C'est intéressant, on va voir ce qu'ils valent ces jeunes. Donc moi j'y ai cru, mais j'imagine que vous aussi. Mais on constate que ça va pas en fait. C'est beaucoup trop risqué pour la Ligue 1. Si tu ne mises que là-dessus, que tu aies 3-4 joueurs que tu vas chercher avec de la data, tu les fais rentrer en cours de match, etc. Mais tu recrutes, tu solidifies, tu fortifies ton équipe et puis tu as quelques joueurs data, ok. Mais ne miser que là-dessus, c'est hyper risqué. Et j'en reviens au point que je voulais évoquer, c'est qu'en plus, au-delà des performances des joueurs, il y a aussi le vestiaire que tu vas construire. Moi, j'ai regardé une interview de Cabella là récemment. Cabella qui faisait une interview sur une chaîne YouTube. Et il parlait du vestiaire quand il était à Saint-Etienne, avec Ghislain Printemps et avec toute l'équipe en réalité. Il a beaucoup parlé de Ghislain Printemps, pas seulement d'ailleurs. Il a parlé aussi de l'entraîneur de la Saint-Etienne, Jean-Louis Gasset. Et il a dit mais il y avait une ambiance incroyable en fait. L'ambiance du vestiaire c'est très important. Mais quand tu fais que de la data, il faut aussi savoir comment est le gars en réalité. Alors j'imagine quand même que les recruteurs de la Saint-Etienne ont essayé de voir le tempérament de tel ou tel joueur. Mais regardez, on a quand même appris qu'il y avait des tensions aujourd'hui dans le vestiaire. Sur le terrain, alors forcément les mauvais résultats ils n'aident pas à avoir une bonne ambiance dans le vestiaire, mais vraiment tout miser sur la data pour moi c'est une erreur. Donc c'est la deuxième erreur. Première erreur, on sous-estime gravement le niveau de la Ligue 1. Deuxième erreur, comme on pense que la Ligue 1 ça vaut pas grand chose, on mise tout sur la data et on fait un mercato d'été qui est complètement planté. Et derrière on arrive à la troisième erreur, et celle-là je vous garantis qu'elle n'est pas piquée des hannetons. Moi j'avais envie de le dire, pas piquée des hannetons, pas piquée des vers, pas piquée de je sais pas quoi, les vers. Allez c'est parti. Oui, mais il est où, Yvan? Yvan Gazidis, président. Mais vous êtes où, président? Je le vous vois. Hein. Oui, je le vous voyais. Vous êtes où, président? Non, mais parce que là, en fait, on a un gros problème. Mayday, we have a big problem. On descend en Ligue 2. Il n'y a pas de président. Mais à New York, je pense. New York, Londres, Chicago, Boston. Et il fait des visios. Ouais, il fait des visios avec Fanny et je sais pas qui, Rosenfeld. Mais c'est pas sérieux ça. Ce n'est pas sérieux. C'est inacceptable en fait. Voilà, je vais vous le dire, je le dis clairement, c'est inacceptable. Pour un club comme l'AS Saint-Etienne, ne pas avoir de président présent tous les jours, je le dis bien tous les jours et je vais m'expliquer par rapport à ça parce que j'ai vu des trucs aussi parfois. Tous les jours à l'Etra, en train de regarder ce qui se passe dans le club, en train de regarder ce qui ne va pas, en train de voir les joueurs, etc. Ce n'est pas possible quand on s'appelle l'AS Saint-Etienne et qu'on vient de racheter le club. Ce n'est pas possible. Le président doit être présent. Ça ne peut pas être autrement. Ah, il y en a qui vont dire oui, Arsenal, est-ce qu'il y a besoin d'être présent tout le temps? Mais vous rigolez ou quoi? Mais c'est un truc de dingue. Florentino Pérez, Real Madrid, hein, il est peut-être le plus grand club du monde. Vous croyez qu'il n'est pas au stade? À Marseille, Pablo Longoria, vous croyez qu'il n'est pas au stade? Il est tout le temps au stade. Nasser El Khelaifi, PSG, hein. Ils sont premiers, tout ça. Il n'est pas au stade. Il est tout le temps au stade. Tout le temps au stade. Oui, il n'est pas au stade. Il n'est pas au stade. Ah, il est ici, là, il est venu en décembre, avant le match de Coupe de France, pour nous faire 2-3 déclarations. Et je parlerai dans la quatrième partie de la quatrième erreur. Enfin, la quatrième partie de la quatrième erreur. Je dirais ce qu'il a dit, Yvan Gazidis, c'est très intéressant. Il n'est pas là. Silence en coule, il n'y a pas de président. Résultat des courses, ce pauvre Orneland est tout seul face à la presse. Donc, ça a plusieurs conséquences, ce truc-là. La première conséquence, c'est qu'en termes de communication, c'est catastrophique. Voilà. Il n'y a personne qui parle en fait. Et à l'entraîneur, il fait ce qu'il peut, il est en conférence de presse, il parle anglais, donc c'est pas facile. Donc en termes de com, c'est zéro. Hein. En termes de com, je vous le dis, c'est zéro. C'est zéro. Deuxième conséquence, c'est quand on se fait avoir matin, midi et soir par l'arbitrage, le président n'est pas là. Je sais pas moi. Combien de fois je vois des clubs de Ligue 1 quand ils estiment être victimes d'une erreur d'arbitrage, les présidents montent au créneau. Bien sûr qu'il faut monter au créneau. Puis le président il doit être dans la tribune. Les joueurs doivent savoir qu'il y a le président dans la tribune. Nous il est à New York. Il doit regarder le match sur sa tablette. C'est pas normal ça. Et c'est d'autant moins normal que quand tu rachètes le club au mois de juin, tu rachètes un club, alors il y en a pas qui ont dit ouais, je parlais sur les fausses excuses, c'est un champ de ruines là, Saint-Etienne. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Ah bon?
Mais si c'est un champ de ruines, admettons, je pense pas, mais admettons qu'au moment où il rachète le club, vraiment, l'AS Saint-Etienne, il n'y a rien qui va, c'est la catastrophe, etc. Champ de ruines, juste, pardon, j'ai oublié de le dire en première partie sur les finances, l'AS Saint-Etienne n'était pas interdite de recrutement quand Kilmer a racheté. Donc ceux qui font la comparaison avec Bordeaux, ils exagèrent un peu. On n'était pas au bord de la cessation de paiement. Je vous ai dit, on aurait eu un problème financier, il aurait été difficile de le résoudre, mais la DNCG ne nous avait pas interdit de recrutement. Mais si c'était un champ de ruines, quand tu rachètes une entreprise, l'AS Saint-Etienne, c'est une PME, d'accord ? C'est pas une multinationale avec 50 000 collaborateurs dans le monde entier. C'est une petite PME de 250, 300 ETP peut-être, équivalent temps plein, 300 salariés, qui sont tous au même endroit, Lettrage, Geoffroy Guichard, etc. Donc c'est très petit. Donc tout le monde est au même endroit. Tu rachètes une PME, c'est un champ de ruines. Je sais pas, le patron, il est tous les jours dans l'entreprise. Il est en train de regarder ce qui va pas. Et il est à l'étreint, il regarde. Tiens, il y a lui, il y a machin, truc, bidule. Ça va pas, on refait ça, clac, clac, clac. Si t'es à New York, tu le vois pas. Alors on va me dire, oui, mais il a ses adjoints. Mais c'est pas pareil. Le patron, il doit être sur place. Pourquoi il est à New York ? On a besoin d'un président à Saint-Etienne, je suis désolé. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Donc en termes de com, du coup c'est mauvais. Il est pas là, donc il peut pas parler. Deuxièmement, comme il n'est pas là, il sait pas trop ce qui se passe au club, donc résultat des courses. Mais ça, c'est incroyable. On lance des audits. 8 mois après le rachat du club, il y a des audits sur je sais pas quoi, des audits ici, des audits là, des audits... Mais pardon de le dire, ça c'est de l'amateurisme. T'attends 8 mois pour faire des audits ? Mais alors déjà, attendre 8 mois pour faire des audits, alors moi je comprends pas. J'ai vu quelques fusions-acquisitions dans mon métier, tout ça, dans mon entourage. Ceux qui rachètent, ils font pas les audits 6 mois, 8 mois après. Ils les font plutôt d'abord avant de racheter, où ils demandent des audits, ils font des trucs. Et puis surtout, une fois qu'ils ont racheté, ils prennent les commandes. C'est eux les patrons. Et puis tout de suite, si ça va pas, ils font les réglages nécessaires en termes organisationnels, etc. Là, 8 mois après, on dit tiens, ça va pas, on va faire des audits. Non mais franchement, c'est pas sérieux. Là, je vous le dis, c'est pas sérieux. Alors, soit c'est de la com pour amuser la galerie, dire regardez, on se bouge, soit c'est se moquer du monde. En fait, ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux. En fait, vous n'êtes pas professionnel. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Donc, en fait, il n'est pas présent. Il n'est pas présent auprès des instances du foot. Et pourtant, il y a beaucoup de problèmes à régler au niveau national. Je suis désolé. Le rôle du président de l'AS Saint-Etienne, c'est aussi d'être présent dans les instances nationales. C'est important. L'AS Saint-Etienne doit être représentée. Parce que de toute façon, si tu ne te fais pas respecter aussi au niveau national dans les instances de foot, t'es pas respecté par le monde du foot. T'es pas respecté. Regarde les arbitres. On se fait avoir. Je jette pas la pierre aux arbitres, mais c'est simplement que l'AS Saint-Etienne n'existe pas en fait. On se fait marcher dessus tous les week-ends. Il n'y a pas de président. On ne sait pas où. On n'existe pas au niveau national. Mais c'est un problème qui est considérable en fait. Ce n'est pas acceptable. Alors oui, mais c'est pas le rôle de Gazidis. Si, c'est son rôle. C'est pas le rôle de Larry Tannenbaum. Le propriétaire du club n'a pas à être là tous les matins. C'est pas son sujet, Larry Tannenbaum. Franck McCourt à Marseille, il est pas au stade Vélodrome tous les 4 matins. Il est propriétaire du club, mais il a donné les clés du camion à Pablo Longoria, qui lui gère le club au quotidien. Mais il est à Marseille tous les jours, Pablo Longoria. À Rennes, c'est pas Pinot qui est tous les jours à Rennes en train de regarder ce qui se passe. C'est Arnaud Pouy, le président. Donc si vous voulez, c'est pas forcément le rôle du propriétaire. Alors quelquefois, le propriétaire est lui-même président. Là, ça règle le problème. Mais un propriétaire de club n'a pas vocation à être là tout le temps, en fait. C'est pas vrai. Mais par contre, le président, oui. Alors, en plus, il parle pas français, donc il avait besoin en plus de se mettre dedans. Enfin, franchement, il y avait tout à reconstruire. On reprend un club, on monte en Ligue 1, le chantier est considérable. On a un effectif Ligue 2. Tu te dis, mais en 2 mois, il va y avoir un boulot énorme. Tu parles pas français, mais tu te plonges dedans, en fait. Tu restes à l'Étra. Oui, mais il habite à New York, ou je sais pas où. Voilà. Mais c'est une erreur incroyable en fait. Donc quand on nous a présenté Ivan Gazidis comme le Mozart du foot européen, voilà, je constate simplement que sa façon de faire, ça ne fonctionne pas. Et j'ai entendu encore un argument là-dessus, sur les clubs qui se passent du président, etc. Imaginons t'es Arsenal. Alors moi il se trouve que quand je suis allé à Londres en vacances, c'était il y a 2 ans je crois, j'ai visité Arsenal, j'ai visité le stade et tout ça. Alors c'est bien foutu en termes de merchandising, je veux dire on est dans une autre dimension. Mais tu rentres dans le stade, tu vois que tout est organisé, tout est clair, les organigrammes, tu sens bien que c'est tellement bien huilé, la mécanique elle fonctionne tellement bien, tout a tellement été bien réglé au fil du temps, chaque personne sait exactement ce qu'il doit faire, etc., que le président il n'a pas besoin d'interférer au quotidien dans la gestion du club. Mais Saint-Etienne, on n'en est pas là puisqu'il vient d'être juste repris, et que donc justement, c'est parce que tout est à construire que le président doit être présent matin, midi et soir, tout le temps en fait. Et il n'est jamais là. Ça me rend dingue, Vraiment, ça me rend dingue, Le club coule. Il est où le président ? Il a fait déclaration, il parle, il prend la parole. Il dit quoi ? Rien.
Rien, dernière interview au mois de décembre au micro de je sais pas qui, Bein Sport ou je sais pas quoi pour la Coupe de France. On nous a dit que ça allait bien. Bon bah super. On termine avec la quatrième erreur parce que le temps passe, ça fait déjà plus d'une demi-heure de vidéo, je vous avais prévenu, hein, c'est long et c'est pas fini. Hein. Allez, on continue. Ouais, la quatrième erreur, alors celle-là, c'est déjà l'absence de Gazidis me rend dingue, mais alors cette quatrième erreur, mais ce mercato d'hiver, mais quelle honte, mais quelle honte. Quelle honte et en même temps, quand on reprend justement la dernière prise de parole officielle d'Ivan Gazidis, là je vous le mets à l'écran, je cite les propos de Gazidis qui avaient été repris par peuplevert.fr. Quand on l'interroge sur le mercato d'été, d'accord, le mercato d'hiver n'a pas encore ouvert, donc on est très mal au classement. Odo vient d'être licencié, d'accord, et donc on fait venir Horneland. Il était en cours de recrutement, enfin il avait signé, mais c'est pas lui qui allait diriger le match de Coupe de France face à Marseille, c'était Huard le temps qu'Horneland arrive. Et donc là il arrive au micro, très détendu, et il explique, voilà, est-ce que vous avez fait des erreurs au mercato d'été? Réponse d'Ivan Gazidis que vous avez à l'écran. Des erreurs lors de mercato d'été? Point d'interrogation. Non. Bah non. Je crois à la valeur de nos joueurs. Leur qualité ne s'est pas encore pleinement exprimée. Je pense qu'il y a eu des critiques sur le manque d'expérience et la jeunesse de l'équipe, mais ce n'est pas justifié. Il faut mieux en rire. Hein. Plusieurs équipes ont des effectifs moins expérimentés que nous. Nos joueurs ont des bonnes qualités. Il faut simplement offrir un système de jeu qui leur permette de s'exprimer pleinement. Donc là, il le dit, le problème, c'est pas le recrutement, le problème, c'est Odo, qui n'a pas le bon dispositif, qui ne fait pas jouer suffisamment les joueurs avec intensité. D'ailleurs, il l'a dit aussi lors de cette interview, il avait dit nous avons des responsabilités collectives par rapport à la situation de la SS et nous devons élever notre niveau d'intensité et nous sommes convaincus que le nouvel entraîneur, Erik Horneland, a ce niveau d'intensité. Donc, Ivan Gazidis, fin décembre, dit non, le mercato d'été, circuler et en avoir, il est très bon, il n'y a pas de problème avec ça. Le seul problème, c'est que ce qu'on demande aux joueurs n'est pas satisfaisant. Ce qui est fou en fait, et moi ça m'étonne beaucoup, c'est que beaucoup de supporters stéphanois étaient convaincus de ça. Beaucoup de supporters stéphanois étaient convaincus que le problème c'était la façon dont Odo faisait jouer son effectif. Alors que depuis des mois, pardon, hein, c'est pas pour faire le malin, parce que je préférerais me planter, vous voyez, je préférerais faire une vidéo aujourd'hui en disant écoutez, je vous ai dit que l'effectif était nul, et ça fait 6 mois que je le dis, je reconnais mon erreur. Vraiment, je serais le plus heureux de faire ça. Vraiment, me planter là-dessus, j'aurais été mais hyper content. Et j'aurais fait cette vidéo en me moquant de moi-même. Parce qu'en plus, je pense être capable d'autodérision. Et ça m'aurait bien fait marrer de me faire une vidéo où je me moque de moi-même. J'aurais mis même des extraits de la vidéo où je dis que l'effectif est nul. Je vous en ai pas mis là, hein, parce que sinon vous m'allez dire, ah bah ouais, mais tu fais ton kéké, machin. Parce que quand j'ai repris mes vidéos là, j'ai regardé pour préparer cette vidéo. J'ai regardé le nombre de fois où on a dit d'ailleurs avec les copains de Carton Rouge que l'effectif était un effectif Ligue 2, mais je faisais une vidéo je ne sais pas combien de temps, donc je le fais pas, ça sert à rien. Et j'aurais préféré vous dire écoutez, je me suis planté, j'ai été nul, je pensais que cette équipe n'était pas au niveau, et force est de constater qu'en réalité on a une très bonne équipe et que c'est Erik Horneland qui a fait monter tout le monde en puissance. C'est dingue en fait, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que ce qui me tue dans cette affaire, c'est que à la limite ils se plantent cet été. Ok, ils font leur recrutement data, ils misent là-dessus. Ok, ils sous-estiment la Ligue 1. Ok, en juin, ils arrivent, ils sous-estiment la Ligue 1. Ok, ils se plantent, Ligue 1, tout ça, mauvais recrutement. Mais septembre, octobre, novembre, décembre, t'as 4 mois. 4 mois durant lesquels tu vois l'équipe jouer. Moi, je sais pas, Ivan Gazidis, le Mozart du foot européen, il regarde les matchs ou pas? Moi, je suis pas entraîneur, j'ai aucun diplôme d'entraîneur. Je suis très modeste par rapport à tout ça, d'accord? Mais enfin, les carences de l'équipe, sans déconner, il y a besoin d'être le Mozart du football européen pour voir que l'équipe est nulle. Mais franchement, ça sautait aux yeux qu'on avait des problèmes défensifs, on prenait but sur but. Tu vois bien que défensivement, ça ne va pas. Tu te dis, bon là, moi dès le mois de septembre, on a commencé à tirer la sonnette d'alarme en disant, bon, bah, on s'est planté sur le mercato d'été, ça n'a pas l'air génial quand même. Mercato d'hiver, il va falloir accélérer quoi. Bah, tout le monde l'avait vu ça. Et moi, à chaque fois que je mettais un message sur les réseaux sociaux en disant oh là, j'ai mis des tweets 14 janvier, 10 janvier, machin, en disant le temps passe, on a recruté personne, c'est la catastrophe. Oh là là. Ah, il y a des mecs qui m'ont dit oh non, t'as rien compris, ça bosse en sous-marin, les pépites vont arriver, etc. etc. On n'a rien. Bernouer, il est même pas titulaire à Marseille. Tu recrutes un défenseur, le seul défenseur que tu recrutes, il est même pas titulaire. C'est-à-dire que Horneland juge qu'il n'est pas suffisamment bon pour intégrer l'équipe directement. Alors que t'as Apia qui est blessé. Mais c'est un truc de fou en fait. Tu recrutes un mec qui ne te sert à rien, il est sur le banc. Bon, bah il est sur le banc.
Mais c'est fou, mais c'est complètement dingue. J'avais dit le minimum, c'est un joueur, un taulier, Ligue 1, Serie A, ce que vous voulez, Liga, par ligne. C'est ça, en se faisant prêter les joueurs. Ils n'ont rien fait. C'est une honte, c'est inacceptable en fait. Mais non, mais monsieur Gazidis nous l'a dit. Est-ce qu'on s'est planté sur le mercato d'été? Non, je ne pense pas. Les joueurs, je crois à la valeur de nos joueurs. Vous êtes sérieux, monsieur Gazidis? Vous croyez vraiment à la valeur des joueurs? Moi, je crois que c'est la valeur des joueurs Ligue 2, quoi, milieu de tableau Ligue 2, là. On n'est même pas haut de tableau Ligue 2, hein. Je pense que Lorient nous bat, je pense que Paris FC nous bat. Je me demande même si Dunkerque ne nous bat pas, en fait, parce que Dunkerque fait une très belle saison. Mais on n'a pas du tout ce niveau-là, en fait. Et vous croyez à la valeur des joueurs? Leur qualité ne s'est pas encore pleinement exprimée. Donc, au mois de décembre, le président dit non, il n'y a pas de problème de qualité d'effectif. C'est simplement que leurs qualités ne se sont pas encore pleinement exprimées parce qu'on n'a pas été suffisamment, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'intensité. Quelle erreur. Mais c'est pas une erreur, c'est une faute. Là, on n'est même plus dans l'erreur. On n'est même plus dans l'erreur, on est dans la faute professionnelle. Parce que l'AS Saint-Etienne, c'est pas un club comme les autres. Voilà, c'est tout. Et qu'on ne s'est pas marché dessus comme ça tous les week-ends. C'est inacceptable. Et qu'ils avaient tout le mois de janvier pour rectifier le tir. Et qu'ils ne l'ont pas fait. Résultat des courses, on est maintenant. Genre, je sais pas, j'ai pas encore regardé les résultats puisque j'enregistre cette vidéo au courant dimanche. Je sais pas ce que va faire Le Havre et Montpellier. Mais peut-être que ce soir, on sera relégable. Bravo la data! Bravo! Super résultat. C'est vraiment, c'est une honte. On ne mérite pas ça. Voilà. Et encore une fois, on y croyait tous au début. On était tous enthousiastes. C'est incroyable. On monte en Ligue 1 et on est repris par des gens sérieux, des gens compétents, des gens qui ont de l'argent. Et ils vont construire ce club petit à petit. On était prêt à attendre. Mais on n'est pas prêt à descendre en Ligue 2. Voilà les 4 erreurs. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, les amis. Sous-estimer le niveau de la Ligue 1. La data machin chose. Je peux plus la data. L'absence du président, il n'est pas là. Et 4e truc, un mercato d'hiver honteux. On termine avec, comme je vous l'ai dit, j'irai plus vite, mais les 4 fausses excuses que je vois encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Allez, on va terminer avec les 4 fausses excuses que je vois encore couramment circuler pour expliquer pourquoi on est dernier, pourquoi on est dans cette position catastrophique. La première, et qui était une fausse excuse, mais là je crois que petit à petit, là, ceux qui défendaient cette position sont en train de constater que c'était peut-être pas ça le problème en fait. C'était Odo le responsable. Et d'ailleurs, c'est ce que nous a dit Ivan Gazidis fin décembre, quand il nous dit non, il n'y a pas de problème de niveau de l'équipe, les joueurs ont le niveau, simplement ils ne se sont pas pleinement exprimés jusqu'à présent parce qu'il n'y a pas suffisamment d'intensité. Sous-entendu, ce que leur demande Olivier Dalloglio n'est pas suffisant et c'est de sa faute. C'est pour ça qu'il est limogé et on met Orneland qui lui a go 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 go. Eh oui, go 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 go. Et j'aime bien Orneland, mais ça ne marche pas en fait. Les résultats d'Orneland après 8 matchs, c'est 5 points. Donc c'est moins bien que Odo sur la première partie de saison. Donc ça ne marche pas. Et on prend autant de tôle qu'avec Odo. Alors on n'a pas encore pris de 8-0, c'est vrai. Bon, on a quand même pris 5-1, 4-1. Donc voilà, on est sur un rythme assez élevé en matière de buts encaissés. Et donc c'est la preuve que le problème principal de cette équipe, ce n'était pas Olivier Dalloglio qui était un entraîneur Ligue 2, qui n'avait pas compris le projet Kilmer, qui ne s'inscrivait pas dans cette logique. Et donc c'était lui le problème pour beaucoup de supporters. C'était lui le problème. Voilà, et bien on voit que c'est pas lui le problème, puisqu'avec un autre entraîneur et le même effectif, tu as les mêmes résultats, peut-être même pire. Donc en fait, le problème, et là, c'était une fausse excuse, c'était pas l'entraîneur, et ce n'est pas de la faute d'Orneland non plus d'ailleurs, c'est que l'effectif est trop faible pour la Ligue 1. Et je vais même aller au-delà, ce n'est même pas de la faute des joueurs. Les joueurs, ils font ce qu'ils peuvent. Et là, dans leur tête, à mon avis, ça doit être très très dur. Et les matchs qui arrivent vont être compliqués, parce qu'en plus, moralement et mentalement, je pense que ça va être très compliqué. Et donc, les joueurs, ils sont au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Donc, le seul et unique responsable, c'est Gazidis. Voilà, c'est clair et net, je le dis. Deuxième, alors ce truc-là aussi, deuxième fausse excuse. Il y en a qui disent oui, mais Kilmer n'a pas pu recruter parce que y a eu des prolongations de contrats automatiques avec la montée en Ligue 2, des salaires énormes, etc. Et donc en fait c'est la faute de Roland Romeyer. En gros c'est ça, hein. Roland Romeyer a mis des options d'activation automatique d'une année supplémentaire de contrat pour les gens qui arrivent en fin de contrat en cas de montée en Ligue 1. Et donc c'est à cause de Romeyer Kilmer n'y est pour rien. Non mais sans déconner, mais vous êtes sérieux quand vous dites ça? Alors d'abord je rappelle juste que c'est très classique, hein. Le fait qu'il y ait une option de contrat supplémentaire, une année supplémentaire qui soit activée en cas de montée, c'est hyper classique. Et puis par ailleurs, les salaires des joueurs, quand tu regardes la masse salariale de l'AS Saint-Etienne aujourd'hui, et les salaires des joueurs qui ont été prolongés, etc., ils ne gagnent pas 200 000 euros par mois. Hein. Et les mecs, ils gagnent 30 000, 40 000, 50 000 euros par mois. Abdelhamid doit avoir le salaire le plus élevé, mais c'est pas lui qui a été activé automatiquement après la montée. Donc franchement, la masse salariale aujourd'hui de l'AS Saint-Etienne, des joueurs qui sont à 20 000, 25 000, 30 000 euros par mois, des salaires de Ligue 1, mais c'est des petits salaires de Ligue 1 en fait.
Mais parce que c'est des joueurs qui ont pas tout à fait le niveau Ligue 1 en réalité, donc c'est cohérent. Mais quand tu regardes, moi je sais pas, tu as des joueurs dans le top 5 en France, mais même, je parle même pas de Rennes, parce que Rennes ils ont cassé la tirelire, mais tu prends des clubs avec des 10 premiers du championnat, des joueurs qui gagnent 2, 3, 4 fois ce que gagnent nos joueurs à nous en moyenne, mais tu en as de partout. Donc en fait, faut pas dire que c'est parce qu'il y a des joueurs qui sont restés dans l'effectif que Kilmer n'avait plus les moyens de pouvoir recruter d'autres joueurs. Ça c'est pas vrai, ou alors c'est un gros problème. Ils ont pas racheté le club cher, et donc ils peuvent pas recruter parce que tu as 3-4 mecs qui ont des contrats activés automatiquement et qui gagne 30 000 balles par mois. Ah bah oui, bah là c'est plus du tout la même chose en fait. Donc cet argument n'est pas crédible en fait. C'est pas à cause de ça que Kilmer n'a pas pu recruter. Troisième fausse excuse. Alors celle-là, elle me sort par les yeux. Désolé hein, s'il y en a parmi vous qui le pensent. Je vais vous expliquer pourquoi elle me sort par les yeux. Donc avant il y avait le bouc émissaire, c'était Odo. Voilà. C'est lui le responsable. Il n'est plus là, donc il en faut d'autres. Donc maintenant c'est Soukas et Perrin. Soukas et Perrin, tant qu'ils n'auront pas été virés, le club ne pourra pas redémarrer. Mais comment on peut dire un truc pareil en fait? De deux choses l'une. Soit Ivan Gazidis est un grand dirigeant européen, qui connaît très bien le foot, et c'est lui qui commande. Soit c'est Soukas et Perrin qui commandent. Et à ce moment-là, qu'on vienne pas me dire que Ivan Gazidis c'est un grand président. Ça marche pas, ça en fait. Ça marche pas. Le seul patron, c'est Ivan Gazidis. C'est lui le président de l'AS Saint-Etienne. Perrin et Soukas, à mon avis aujourd'hui, n'ont pas beaucoup de pouvoir, peut-être même pas de pouvoir du tout. Qui imagine, quand vous imaginez la conversation entre Larry Tannenbaum, propriétaire du club, et Ivan Gazidis, président, Larry qui dit qu'est-ce qui se passe, Ivan, est-ce qu'on peut recruter des joueurs, est-ce que tu recrutes des joueurs? Et Ivan Gazidis qui va dire ah ouais mais tu sais, vous savez, monsieur Tannenbaum, Loïc Perrin n'est pas d'accord. Ou monsieur Soukas n'est pas d'accord. C'est ridicule. C'est pas eux qui commandent. Alors peut-être qu'effectivement au quotidien, il peut avoir de l'influence sur l'organisation du club, etc. Mais il a qu'à être là, Gazidis, à ce moment-là. Je suis désolé, moi. Je suis désolé. Mais dire que Perrin et Soukas, c'est à cause d'eux qu'on est là. Mais franchement, non, les propriétaires, c'est Kilmer Sport Venture. Président Ivan Gazidis. C'est lui le taulier. C'est lui qui a les clés du camion. Faut pas chercher des boucs émissaires. Hein, parce que bientôt, alors une fois qu'ils seront partis, parce que Soukas et Perrin finiront par partir, on va s'attaquer à qui après? Le responsable marketing, le responsable de la boutique des verres, celui qui gère le matériel. Enfin, on va aller jusqu'où comme ça? C'est pas crédible en fait. C'est pas crédible, faut arrêter avec ces excuses bidons. Le propriétaire, c'est Larry Tannenbaum, le président, c'est Ivan Gazidis, c'est eux qui commandent, c'est pas personne d'autre en fait. C'est simple. Dernière fausse excuse. Alors celle-là aussi, je me souviens d'ailleurs l'avoir vue un peu quand on est redescendu en Ligue 2. Certains commentaires que j'ai vus là-dessus. En fait, le problème, pour ceux qui avancent cet argument, c'est que Kilmer a racheté le club. Alors, il pensait racheter un club Ligue 2. Et le problème, c'est qu'on est monté en Ligue 1. Donc en gros, ça les a pris à contre-pied quoi. Ils avaient un projet Ligue 2 pour monter en Ligue 1 progressivement et un projet de moyen long terme. Et là, on est monté en Ligue 1. En fait, pour le dire autrement, c'est à cause de Roland Romeillet. Il fait remonter le club. C'est complètement dingue. Quelle erreur de Roland Romeillet. On aurait été tellement mieux en Ligue 2. Non mais franchement. Et les mêmes maintenant disent ah mais au moins, à la limite, bon, si on redescend, ça permettra à Kilmer de construire son vrai projet moyen long terme. Je vous assure qu'il y en a qui le pensent, hein. Mais c'est fou. C'est complètement fou en fait. Je ne veux pas redescendre en Ligue 2, c'est clair. Je ne veux pas jouer en Ligue 2. Et pourtant, c'est ce qui risque de se passer. Saint-Etienne n'est pas un club Ligue 2. Je ne sais pas comment vous le dire. Dire ça, mais c'est fou en fait. Roland Romeillet et Bernard Cayazo, avec tous leurs défauts, tout ce qu'on leur a mis sur la tête, et parfois à juste titre, ont laissé le club en Ligue 1. Voilà. Et ça, c'était très bien. Et on était tous contents. Et donc, Kilmer a racheté un club de Ligue 1. Et on dit bah oui mais il voulait racheter un club de Ligue 2, c'est emmerdant. Arrêtez, faut arrêter avec ça. Franchement ça tient pas la route. Ça ne tient pas la route. C'est pas possible en fait, c'est pas possible. Donc voilà les amis. Alors j'ai parlé combien de temps? 45 minutes, c'est trop, beaucoup trop. Bon, merci aux courageux qui sont restés jusqu'au bout. Je répète, les 4 erreurs: sous-estimation de la Ligue 1, data recrutement, absence du président, un président fantôme en fait, voilà, c'est président fantôme. Mercato d'hiver non existant, une faute lourde, et puis après les fausses excuses que je viens d'évoquer. C'est dur, c'est très très dur, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, et c'est dur pour tout le monde. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de laisser des commentaires, et puis même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, encore une fois vous avez tout à fait le droit, et on se dit les choses calmement. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt, on se retrouvera pour les avant-matchs et les débriefs, en espérant une victoire lors du prochain match, c'est impératif. Merci beaucoup, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts, ciao.